je pense que il y avait foule à la télévision. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien, et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Et c'était particulièrement visible, je pense, dans cette époque, dans cette période. Et je pense que les conditions dans lesquelles j'aurais pu être amené à parler étaient telles que je n'avais pas envie de prendre la parole. Voilà. Je pense que il faut un certain recul, même si on peut avoir une anticipation, on peut avoir des hypothèses sur le sens. Par exemple, il est vrai que j'ai pris position sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation, et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement. Pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Donc je pense que quand on est dans ma position, c'est-à-dire quand on s'efforce de travailler à longueur de temps pour comprendre le monde social, on est dans une difficulté permanente que le peu de savoir du monde social qu'on peut découvrir, on est très mal placé pour le communiquer. On a beaucoup de difficultés à le communiquer, et la télévision, je le dis tout de suite, n'est pas un instrument très favorable à la communication de ce que l'on peut savoir sur le monde social. Au fond, ce qui m'intéresse n'est pas tellement le cas particulier de la grève, parce qu'il est facile d'opposer, de relativiser, tout ça pour conclure à l'objectivité des journalistes, enfin, qui est donné comme postulat initial. Oui, mais l'honnêteté ne suffit pas, les inconscients sont aussi très puissants. Mon intérêt, puisque je viens d'une émission de télévision très particulière, où on va parler de télévision. Mais j'ai conscience aussi que les conditions dans lesquelles je parlais de la télévision sont telles que je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc je suis résigné, mais je pense néanmoins que à propos de ce cas, on peut voir des choses très générales. C'est-à-dire que ce qui se passe en période de crise, en période critique, c'est que simplement plus de gens sont plus attentifs à ce qui peut aller mal dans la télévision. Mais ces choses-là sont là tous les jours. Elles sont là dans un journal de 20 heures, elles sont là dans un petit reportage, etc., etc. Et les choses que je voudrais repérer sont des infiniment petits, des petites choses qui passent inaperçues. Alors on peut aller depuis les choses les plus visibles. Je pense par exemple au rôle du présentateur, sa manière de poser ses questions, son ton plus ou moins péremptoire, plus ou moins arrogant, parce qu'il arrive qu'il soit très arrogant, le fait qu'il pose des questions souvent extrêmement naïves, du genre faut-il brûler les élites, tout en s'excluant a priori de l'élite, etc. Bon, tout ça, c'est qu'il y a, je pense, c'est ce que tout le monde voit. Et puis il faudrait, si on pouvait, descendre vers des choses beaucoup plus invisibles, et je ne sais pas si on aura le temps. Pour parler franchement, je pense qu'on y voyait, sous une forme plus subtile que dans les autres, la plupart des effets pervers qu'on observe dans les autres. C'est-à-dire que les choses étaient faites de manière particulièrement habile, et c'est un hommage, plus achant d'exercer une espèce de violence douce, enfin celle qui consiste à faire violence aux gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Je pense que c'est un exemple assez typique de ce qui se fait très communément et qui se voit là, de manière particulièrement aiguë, c'est-à-dire que la personne interrogée est invitée à parler, et en fait elle est sur la sellette, comme on disait. Elle est dans une situation de mise en question. On peut questionner sans mettre en question. Par exemple, le travail du sociologue consiste à questionner de telle manière que la personne ne se sente pas mise en question, qu'elle se sente en confiance, qu'elle puisse s'exprimer. Là, il y a une sommation à comparaître. Je vous demande de dire vos réformes. Alors, imaginons, ces questions, on met M. Perfit à la place de ce représentant de FO, est-ce qu'on lui parlerait comme ça? Ça, je suis certain que non. C'est tout à fait anecdotique et je ne pensais pas dire ce que je vais dire. Il se trouve que le lendemain même du jour où j'étais passé à la marche du siècle, j'étais retourné dans mon Béarn natal et j'ai reçu un coup de téléphone d'un copain d'enfance qui m'a dit est-ce que tu veux inaugurer une salle polyvalente? C'est anecdotique. Et puis il m'a dit tu étais à la télé hier. Et Cavada t'a coupé à toutes les questions, il t'a pas laissé finir une seule fois ce que tu disais, ce dont je n'avais eu aucune conscience. J'ai revu... Il faut pas que nous deux ensemble sommes moins bons paysans que votre ami paysan. Alors j'ai revu, attendez, mais c'est important. Laissez-moi conclure, ça ne venait pas d'un directeur de la télé, ça venait d'un type de base, au nom de qui
on est porté à couper Bourdieu, parce qu'on dit, professeur au Collège de France, il va être compliqué, il va être confus, personne ne comprendra rien, etc. Or, il n'était pas seul, tous les autres ont approuvé. Il est vrai qu'il m'accordait particulièrement parce que j'étais leur compatriote, je suis du pays, etc. Mais il reprochait donc à la télévision, en votre personne, à travers votre personne, de ne m'avoir pas donné occasion d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais à dire. La conjoncture anecdotique, le fait qu'il s'agisse de moi, c'est plus important, c'est les présupposés au nom desquels on se croit obligé de couper. Bon, j'ai entendu à la radio il y a 2 jours Pivot disant « Ah, je viendrai entendre un entretien que j'avais fait avec Mitterrand, il a fait un tunnel de 3 minutes, ça serait impossible aujourd'hui à la télévision, on l'aurait coupé avant. » Autrement dit, il y a une philosophie implicite dans la tête, je pense, de gens de télévision, qu'il est impossible qu'un personnage comme Bourdieu, mais il y en a des masses d'autres, soit entendu plus de 30 secondes par un citoyen de base. Or, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il me paraît assez significatif. On pose une question très importante, on a un début de commencement de réponse et on passe à la pub. Et quand on revient, on est tout à fait sur autre chose. Bon, c'est-à-dire on touchait Attendez. Non, on touchait à un des problèmes centraux qui avait été esquivé, puisque les gens qui étaient là sur le plateau avaient tous en commun d'être de l'ENA, enfin, avec des propriétés secondaires, mais très très secondaires, comme le fait plutôt au Parti Socialiste, etc., au nom de l'objectivité. On touchait à quelque chose de très important, sur quoi il faudrait réfléchir, c'est-à-dire un des fondements sociaux de la coupure sociale, le fait que ces gens, spontanément, ne sont pas branchés sur les problèmes qui sont en cours. Or, la pub est là. En d'autres cas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, je ne parle de la logique de la dénonciation, de la culpabilisation. Je pense que malheureusement, les agents sociaux, enfin vous, X, Y, sont plus victimes que coupables. Bon, je pense que les mécanismes qui agissent sur vous, c'est du type des présupposés que vous avez sur la situation, des présupposés que vous avez sur la personne qui est en face de vous, non pas des présupposés politiques, beaucoup plus profonds que ça. Cet homme-là ne peut pas dire des choses simples, ou bien la contrainte de l'audimat, l'urgence, le fait qu'il faut passer la pub, etc. Toutes ces choses qui sont dans la structure du médium sont insérés dans les inconscients, et ça va de soi. Bon, je prends un exemple très vite, parce que là j'ai des choses très mauvaises et très vagues. Pourquoi, par exemple, imaginons, Pierre Bourdieu a quelque chose à dire, on estime que c'est important. Bon, il est exclu qu'on lui donne la parole, parce qu'il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'on a l'image du débat, attendez, c'est important, on a l'image du débat, qui est en fait la forme soft, l'image du catch. L'ange blanc et le bourreau de Béthune, enfin, on a une bonne émission de télé quand on débat. Et s'il n'y a pas débat, il n'y a pas démocratie, et s'il n'y a pas, etc. Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre de productions de télévision qui sont construites comme ça, selon ce schéma complètement inconscient, tel que personne ne peut les refuser. Moi, le premier, ici, j'avais envie de refuser ce schéma. Je l'ai accepté. Oui, bon, ça c'est un exemple, je reconnais limite, c'est un exemple limite, mais qui, comme toutes les limites, enfin, il fait voir de manière plus nette des choses qui sont toujours présentes. La manière de dire merci, quand on dit je vous remercie, c'est peut-être je suis reconnaissant, ça veut dire aussi je vous congédie. Bon, alors il y a des questions de ton. Or, il y a un nombre considérable de je vous remercie qui sont des coupures. Ça arrivera à la fin de l'émission, je pense déjà. Dans des entretiens, par exemple dans le travail d'enquête sociologique, nous utilisons ce que la sociologie nous a appris sur la communication interpersonnelle. On sait très bien que quelqu'un à qui on fait une tête butée, qui ne suscite aucune réaction, s'exprime mal. Si on fait des signes de tête, si on fait oui, haha, etc., on facilite la communication. Ce sont des choses complètement imperceptibles que l'émetteur et le récepteur ne perçoivent pas et qui pourtant ont un effet considérable. Bon, il y a une foule de choses de ce type. Enfin, par exemple, il y a une manière de dire oui. Je ne sais pas si je crois que c'est plutôt vous. J'avais été frappé. Il y avait des oui, des ouais, comme ça, qui sont ouais, allez, terminé, allez, passons vite à la suite. Bon, donc, des choses absolument infraconscientes, mais qui sont très puissantes, donc, qui agissent sur le locuteur qui se sent pressé de partir. Vous ne pensez pas que les téléspectateurs les perçoivent? Bien sûr. Alors justement, c'est là que je voulais dire, je veux inquiéter aussi, parce que mon but n'est pas simplement de dire des choses désagréables, c'est aussi d'inquiéter
inquiéter. J'ai fait des expériences, pas systématiques malheureusement, mais je compte le faire un jour, sur la perception que les spectateurs ordinaires ont de ce qui se passe à la télévision. Parce que un des présupposés des présentateurs, c'est qu'ils parlent toujours au nom de tout le monde. Ce sont les questions que tout le monde se pose. Pardonnez-moi, mais non, attendez, je finis, mais c'est un détail. La chose importante, c'est que les gens de base ont des instruments dans la vie ordinaire pour décoder la sémiologie, les petits signes infinitésimaux du type ouais, etc. Or ça, ils le voient très bien et ils sont très lucides. Ça, je pense que si tous les gens qui apparaissent à la télé, présentateurs, mais aussi étaient conscients du degré auquel ils sont transparents, percés à jour dans leurs intentions, leurs sourires, etc., parfois ils se tireraient les fesses. Et ça, c'est toujours important. Voilà encore un présupposé que la plupart des gens de télévision ont dans l'esprit, c'est que quiconque vient à la télévision est heureux de venir et qu'on est en danger de lui servir la soupe. Non, je pense que il y a deux choses. Il y a d'une part la qualité du qualitatif. Bon, on peut discuter, c'est pas tellement discutable, mais on peut discuter apparemment. Quand on veut ignorer les différences, on peut les ignorer. Et je pense très souvent les journalistes ont intérêt au relativisme, parce que ça leur permet de discuter avec des fausses valeurs en croyant qu'ils discutent avec des vrais, c'est plus facile. Bon, ça c'est un point. Mais la deuxième chose, c'est que un titre peut en cacher un autre. Quand vous dites Monsieur Perfit économiste, vous cachez l'écrivain, vous cachez qu'il était éditorialiste du Figaro, qu'il est au RPA, etc. Si, de fait. Et pour vous répondre, il faudrait 2 heures. Bon. J'adorerais. Oui, je suis désolé. Je le dis sans arrogance. Je pense que c'est une question, je vais dire sincèrement, tellement naïve, qu'elle est fondamentale, et que donc il faut. Merci. C'est la question de savoir qu'est-ce que l'intellectuel, qu'est-ce que Zola, qui, grand écrivain, descend dans la rue. Il faut prendre position. Ça pourrait se résumer à une question. Quand je vais à la gare de Lyon, ce n'est pas avec je ne transgresse pas du tout ma compétence de sociologue, etc. Je vais ayant une certaine autorité que j'ai acquise en faisant des travaux qui ne peuvent être discutés que sur le plan scientifique par d'autres savants, je vais prendre une position en tant que citoyen, mettant en valeur, mettant en pratique les valeurs qu'il a apprises dans son travail scientifique. Mais d'autres qui ont la même responsabilité scientifique prennent des positions qui sont inverses. C'est compliqué, justement. Même crédibilité scientifique que vous. C'est là qu'il faut voir dans le détail, c'est là que la démonstration serait très longue. Question très simple, puisque Alain Minc ne peut pas être économiste sans réduction, Pierre Bourdieu, Arrêt sur image, qu'est-ce qu'il faudra mettre en dessous de votre nom? Rien. On a mis sociologue depuis le début de l'émission, mais ça vous paraît... Oui, sociologue, oui, voilà. Pourquoi pas, oui. Sociologue. Alors, ce que vous venez de voir, c'est trop court, je sais. Bon, simplement une chose, je pense que c'est ça sans agressivité, tous les univers sociaux impliquent de l'inconscience. Je pense que simplement le monde des journalistes, qui implique beaucoup d'inconscience, fait peser sur l'inconscience sur les autres. C'est un médium très puissant. Et au fond, ce que je voudrais prêcher, c'est le travail de lucidité. Et qui ne peut se faire, me semble-t-il, qu'en collaboration dans la discussion entre des professionnels de l'analyse et des professionnels de la pratique médiatique. Pensez que tous les ponts ne doivent pas être rompus, quand même. Ah non, je pense qu'il faut qu'il y ait des débats, là, mais pas nécessairement à la télévision.